Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13 heures à Bamako, 15 heures à Tripoli en Libye. Le journal Bourama Traoré. Les titres. 60 ans au service de la communication de la communauté intellectuelle au Mali. Le centre Djoliba fait une halte en cette année 2024 pour évaluer un parcours de 6 décennies. Tout n'a pas été rose, mais les acquis dépassent largement les défis. Il ravit la vedette sur pas mal de tables. Le pain est devenu incontournable à l'alimentation au quotidien du Malien. Mais attention, trop de pain impacte négativement la santé. C'est le sujet du grand format de ce lundi. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel reprend ce lundi l'examen des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle de février 2024. Sur les 93 dossiers déposés, seuls 9 ont validé leur parrainage la semaine dernière. 20 candidats doivent passer par un second tour de contrôle. En Libye, les experts en charge de l'enquête sur les inondations de Derna rendent leurs conclusions et ils pointent du doigt la négligence qui a causé la mort de plus de 4000 personnes. Les communautés de la culture Songo y donnent rendez-vous en février pour leur premier festival. Une rencontre culturelle qui vise à magnifier la cuisine traditionnelle, les accoutrements ou encore les tresses dans le milieu songoï, les enjeux dans cette édition. Sport football, la 12e journée du championnat national de Ligue 1 s'est achevée hier. Cannes Côte d'Ivoire 2023. Les Aigles du Mali reçoivent jeudi le drapeau national des mains du chef de l'État. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition du Mali Actualité. Il est bien connu au Mali pour sa contribution au débat intellectuel. Le centre Djoliba, c'est de lui qu'il s'agit. Depuis 60 ans, il œuvre pour la promotion, la valorisation de la lecture ou encore la promotion de la femme et de l'enfant. Ce 60e anniversaire sera célébré tout au long de l'année 2024. Le coup d'envoi est donné à travers une table ronde, une tribune de dialogue, mais aussi des propositions pour mieux renforcer les missions du centre Djoliba. Boubacar Kanouté était présent pour Mali Actualité. C'est un 5 janvier 1964 qu'un esprit éclairé du nom de l'abbé David Traoré a mûri l'idée de créer le centre Djoliba, qui a comme credo la réflexion, la formation, l'action, la documentation pour le développement. 6 décennies au service de la communauté, le centre demeure le creuset du savoir et la plaque tournante en matière d'échange d'idées. Cette célébration de ce 60e anniversaire est mise à profit pour définir une nouvelle orientation, toujours au bénéfice de l'élite malienne et africaine, surtout au moment où les défis vont crescendo. Père Jean Amblé, directeur général du centre Djoliba. Un sentiment de fierté d'avoir maintenu cette institution en vie jusqu'à aujourd'hui. Fierté aussi d'apporter sa contribution au pays, surtout l'appui à la jeunesse dans le domaine de formation, d'éducation, la défense des droits des femmes contre les mutilations génitales. Dr Georges Diawara, président du conseil d'administration du centre Djoliba. L'occasion est donc bonne pour nous de rendre ici un vibrant hommage au père fondateur. L'année jubilaire 2024 sera pour nous un temps fort de réflexion, de décision et d'action. Au cours de cette table ronde, plusieurs thématiques ont été développées par des panélistes comme la problématique de l'école malienne, l'extrémisme violent pour qu'ensemble, des solutions pérennes puissent être envisagées. Dr Fodé Tandjigoura, panéliste. Le défi majeur du système éducatif, c'est que nous avons procédé à des réformes qui sont théoriquement des bonnes réformes, mais qui n'ont pas apporté le résultat escompté. L'autre problème, c'est au niveau des universités où nous avons une pléthore d'étudiants qui sortent et qui ne trouvent pas d'emploi. Ça pose le problème de l'adaptation de nos filières d'enseignement au secteur de l'emploi. Il faut réussir à approcher le maximum possible les enseignements qui sont dispensés des formes d'emploi qu'on peut trouver sur le marché du travail. La sécurité, c'est qu'aujourd'hui, nous avions depuis un moment oublié les mécanismes traditionnels de gestion de crise. Mais récemment, ces mécanismes viennent d'être valorisés à travers les chefs de village. Donc, beaucoup de crises étaient gérées par ces mécanismes traditionnels-là. Les chefs de village, la parenté à plaisanterie, le cousinage, etc. Donc, ce qui fait qu'à l'absence de l'armée, eh bien, les pouvoirs traditionnels parvenaient à gérer des crises. Plusieurs activités sont au menu de cette célébration des 60 ans du centre Djoliba. Un accent particulier sera mis sur des personnalités qui ont contribué à son émergence. Oui, émergence du centre Djoliba, nouveau visage pour l'école malienne.
Pour y parvenir, les grandes plaies de notre système éducatif ont été diagnostiquées, auxquelles des thérapies ont également été proposées. C'était au cours de la phase régionale des États généraux de l'éducation. À Tombouctou, les assises de 3 jours ont permis de débattre de la vingtaine de thématiques proposées avant de formuler des recommandations, parmi lesquelles ramener la méthode syllabique à l'école et mettre l'accent sur l'éducation, formation et emploi. Les acteurs régionaux se retrouvent le 16 janvier prochain à Bamako pour la phase nationale. De Tombouctou, une correspondance de Najim Baba Sissi. La centaine d'acteurs éducatifs de la région de Tombouctou a tablé pendant 3 jours sur les 18 thématiques de l'atelier des États généraux de l'éducation, à travers des échanges objectifs sur le devenir de notre système éducatif. Au terme des travaux, entre autres recommandations, la nécessité de jeter un regard rétrospectif sur des méthodes pédagogiques de qualité. Wayaseyo Tamboura, directeur de l'Académie d'enseignement de Tombouctou. On a parlé de la méthode syllabique, qui pour nous est vraiment une méthode qu'on avait abandonnée, mais qu'il faut ramener pour donner un niveau aux enfants. Parce que jusqu'en 6e, 9e, il y a des élèves qui ne savent ni lire ni écrire. Ensuite, intégrer l'arabe aussi. On a parlé aussi de l'adéquation entre la formation et l'emploi. Bokar Touré, maire de la commune urbaine de Tombouctou. Le secteur le plus on doit faire attention, c'est le secteur de l'éducation. D'où le besoin pour que ces États généraux puissent réussir à aider notre pays à aller vers l'amorce de son développement d'une manière définitive. Contrôleur de police Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Permettez-moi de remercier vivement les plus hautes autorités de la transition qui ont inscrit dans les priorités gouvernementales les principales recommandations des assises nationales de la refondation de l'État. Il s'agit notamment de l'organisation des États généraux de l'éducation afin de permettre aux forces vives de donner les orientations claires aux autorités afin que notre système éducatif réponde aux besoins de développement socio-économique équitable et durable. La session a été clôturée par la lecture et l'adoption du rapport de synthèse, ponctué par les félicitations du chef de l'exécutif régional à l'endroit des participants. Les regards sont désormais tournés vers la phase nationale qui se tiendra dans la capitale du 16 au 19 janvier. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Mauloud Tandina pour l'ORTM. Sur la scène internationale au Sénégal, reprise aujourd'hui de l'examen des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle de février 2024. Sur les 93 dossiers déposés, seuls 9 ont validé leur parrainage la semaine dernière, comme le Premier ministre Amadou Ba du parti au pouvoir ou encore les opposants Khalifa Sall et Karim Ouada. 20 candidats doivent passer par un second tour de contrôle en cause de doublons sur leurs fiches de parrainage ou de noms qui ne figurent pas sur les fichiers électoraux. Les candidats en question ont jusqu'à 17h ce lundi pour amener la nouvelle liste au Conseil constitutionnel. Nous restons dans le domaine judiciaire. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle examine aujourd'hui 2 recours déposés par un citoyen congolais qui n'a pas participé au processus électoral et l'un des candidats malheureux. L'audience de ce lundi fait suite à la proclamation du 31 décembre dernier par la Commission électorale nationale indépendante des résultats provisoires de la présidentielle du 20 décembre 2023. Selon ces résultats, le président sortant Félix Tshisekedi remporte le scrutin avec plus de 73% des suffrages. En Guinée, l'ex-chef de l'État Alpha Condé en exil en Turquie s'attaque au pouvoir en place qu'il juge incapable de satisfaire les besoins les plus ordinaires de la population guinéenne. Des propos contenus dans 2 lettres envoyées aux Guinéens et aux militants du RPG sont partis à l'occasion des vœux de nouvelles an. L'ancien locataire du palais Mohamed V a également appelé à la mobilisation. Vous êtes nombreux à réclamer mon retour. Je m'engage à être à vos côtés pour défendre notre République, a écrit Alpha Condé. Les autorités guinéennes n'ont pas encore réagi à ces propos. D'une catastrophe naturelle à une autre, au Japon, le bilan du séisme du nouvel an passe à 168 morts et 565 blessés selon les autorités locales. Un bilan toujours provisoire et le nombre de disparus est désormais de 323 personnes, précise la même source. La majorité des disparus ont été signalés dans la ville de Wajima, l'un des endroits les plus frappés sur la péninsule de Noto, au bord de la mer du Japon. Au Pakistan, au moins 5 policiers ont été tués ce lundi dans l'explosion d'une bombe dans le nord-ouest du pays, selon des sources administratives et policières. Un camion de la police transportant 25 agents en charge de la campagne anti-polio a été visé par un agent explosif improvisé, a déclaré un haut responsable administratif.
Enfin, en Turquie, les élections municipales se tiendront le 31 mars 2024. Le président Recep Tayyip Erdogan a dévoilé hier le nom du candidat de son parti AKP pour la plus grande ville du pays, Istanbul. Il s'agit de Murat Kurum, ancien ministre et actuel député du parti présidentiel. Nous nous présentons devant notre nation avec des candidats qui cherchent des solutions plutôt que des excuses, qui agissent avec humilité plutôt qu'avec arrogance, a déclaré le président Erdogan. Retour au Mali pour parler de la première édition du Festival des communautés de la culture Songoï. Elle se tiendra du 15 au 17 février 2024 sur les berges du fleuve Niger. L'événement a pour thème Communion et résilience pour le Mali. Le rendez-vous culturel se veut une promotion de la culture Songoï à travers la cuisine traditionnelle, les accoutrements ou encore les tresses. Retour sur les enjeux de ce premier festival Songoï avec Ibrahim Kaoukonate. Lancé en grande pompe par les organisateurs, ce premier festival des communautés de culture Songoï à Bamako est un rendez-vous du donner et de recevoir. Il est une initiative de l'Association des communautés de culture Songoï en mouvement Irganda. Younous Ahmed Diko, président de la commission d'organisation. Nous sommes parvenus à une bonne maturation de notre organisation qui nous permet de dire que les communautés de culture Songoï qui se sont enrichies au fil du temps, les communautés Bambara, Soninké, Dogon, Bozo, etc. sont dès à présent en mesure de présenter aux Maliens une bonne facture de la culture de leur terroir. Ce festival sera l'occasion de mettre en lumière le riche patrimoine culturel songhai à travers deux volets, la culture et le colloque scientifique. Professeur Mohamed Salia Maïga, président du comité scientifique du festival. Ce colloque s'est donné 4 objectifs qui devraient assurer la prise en charge des préoccupations majeures de notre espace. Faire le point de production intellectuelle sur la langue et la culture des communautés de culture songoï. Faire connaître les enjeux et les défis liés à l'évolution de la langue songoï. Identifier et faire connaître les enjeux et les défis liés à la numérisation de la langue songoï. Identifier et faire connaître les plateformes numériques de la langue songoï. Aïdara Aïssata Alassane Sissé, marraine. Je suis très fière d'être marraine de ce grand événement, d'autant plus que cet événement permettra aux Maliens d'être encore plus ensemble, parce que j'ai toujours dit que par la culture, on peut avoir la paix. Et je suis aussi fière de constater que depuis plus d'1 an, cet événement était organisé avant la création de l'UAS. Et l'objectif était que le Niger, le Burkina et le Mali soient ensemble. Donc ça veut dire que l'association Irganda a une vision. Le festival des communautés de culture songhai, prévu du 15 au 17 février prochain sur les berges du fleuve Niger, mettra en valeur la cuisine traditionnelle songhai, les accoutrements et les tresses dans l'espace Irganda. Combien sommes-nous à le consommer au petit déjeuner, au déjeuner ou encore au dîner? Difficile d'estimer le nombre de consommateurs du pain dont il s'agit. L'Allemand a ravi la vedette sur pas mal de tables. Il est donc devenu incontournable dans notre alimentation au quotidien au regard de ses bienfaits pour la santé. Le pain contient des vitamines et des fibres qui favorisent la digestion et un meilleur contrôle du poids corporel. Mais attention, l'excès de cet aliment a un impact négatif sur la santé. Le grand format de ce lundi s'intéresse à ce sujet. Suivez. Entre Néné Djara et le pain, c'est une histoire d'amour. Dans son assiette de petit déjeuner ou encore de dîner, cet aliment ravit toujours la vedette. Une journée sans pain est inimaginable pour cette mère de famille. J'aime bien le pain. Si je ne prends pas du pain le matin, je ne peux rien faire. Si je pouvais avoir un ami boulanger, le matin, je passerais lui dire bonjour, au moins pour avoir un morceau de pain ou simplement respirer l'odeur. Tout comme elle, le pain est un aliment incontournable pour Djagadja Bengali et Gaussou Kanyassi. Du petit déjeuner au déjeuner, en passant par les dîners, il est toujours présent sur leur table. Je consomme minimum 2 pains par jour. Je peux partir jusqu'à 2 à 3 fois par jour aussi. Cet aliment peut me coûter parfois 200, 300, ça varie. Le jour dont je consomme plus de pain, ce jour-là, je dépense plus d'argent. Je dirais 2 fois par jour. J'aime le pain parce que ça me permet d'avoir la force. Je ne passe pas un jour sans manger le pain. Par jour, je dirais 1000 francs.
Le pain reste donc l'une des denrées les plus consommées au Mali. Voir cet aliment ou le toucher donne de l'eau à la bouche d'Adjara Sissé. Cette grande consommatrice n'imagine pas aussi une journée sans pain. Je consomme le pain 2 à 3 fois par jour. Le matin, je prends une miche, à midi et au soir 100 francs. Entre elle et le pain, c'est comme l'expression « je t'aime, moi aussi » et elle ne lésine pas sur les moyens pour être satisfaite de sa consommation journalière. Je ne peux pas passer une journée sans consommer le pain. Même si tu me donnes une tasse remplie de viande, s'il n'y a pas de pain, je ne mange pas. Par jour, je dépense 475 francs dans l'achat du pain. 475 francs CFA par jour, soit environ 14 250 francs par mois. Marceline et Mohamed Maïga ne dépensent pas autant dans leur consommation quotidienne, mais ils partagent le même amour pour le pain. Oui, j'aime le pain parce que ça remplit le ventre. Je peux consommer une baguette de pain par jour. Je dépense 250 par jour. Je mange le pain le matin et le midi et le soir. Je consomme minimum 2 pains par jour. Bon, cet aliment peut me coûter parfois 200, 300, ça varie. Cette forte consommation du pain fait évidemment le bonheur des boulangers, puisque les boulangeries produisent des milliers de baguettes par jour. Mohamed Tal en est responsable d'une. On utilise souvent 150 sacs de farine. Pour chaque sac, on produit 180 baguettes de pain. Et tout est acheté. Sur le plan nutritif, le pain contient une quantité non négligeable de fibres alimentaires. Sa consommation permet un bon fonctionnement de l'organisme et le maintien de la santé. Dr Sirantou Nanadena est médecin nutritionniste. Avec du pain, on a l'impression de ne pas tout le temps avoir faim, donc ça évite les grignotages. Donc ça permet de ne pas prendre du poids. Le sucre qui est contenu, on appelle ça les glucides complexes. Donc ces glucides-là, ils sont utilisés mais pas de façon rapide par l'organisme. Donc ça permet de ne pas tout le temps avoir faim. Donc quand on n'a pas faim, on ne mange pas tout le temps. Donc quand on ne mange pas tout le temps, on ne prend pas du poids, j'insiste là-dessus. Ça permet également au fonctionnement des cellules nerveuses, musculaires, cardiaques et cutanées. Le pain, il contient également des protéines végétales, des lipides. Il contient également de la vitamine B, vitamine E et même le potassium, le fer, le zinc, le magnésium. Le revers de la médaille, c'est que trop de pain impacte négativement la santé, confirmant ainsi l'adage selon lequel l'excès de toutes choses est nuisible. Si on consomme assez de pain, ça peut entraîner une prise de poids. Parce qu'on a dit c'est riche en calories, c'est riche en glucides. Donc, c'est des éléments qui peuvent rester dans le corps et puis favoriser la prise de poids. Quant à la constitution de la farine, il y a une protéine qui est dans la farine qui est gluten. C'est une matière visqueuse qui reste après la farine. Ça rentre au niveau du tube digestif. Ça se colle là-bas. Et quand ça se colle, ça peut empêcher l'absorption des nutriments au niveau du tube digestif. Parce que quand on mange, les aliments vont dans le tube digestif. Donc, cette gluten-là peut empêcher que les nutriments n'arrivent pas à rentrer dans le sang à travers les parois. Donc, quand il n'y a pas cette absorption, ça peut provoquer les carences en vitamines ou en nutriments. Il y a assez de sel dans le pain. Donc, nous savons très bien qu'avec l'hypertension et puis les problèmes cardiovasculaires, le sel n'est pas recommandé. Pas recommandé pour le maintien de la santé. L'envie et la modération doivent donc faire bon ménage autour du pain qui s'achète entre guillemets comme du petit pain. Ce générique annonce donc la page sport pour l'animé. Je reçois dans ces studios Fotiki Tungara. Bonjour. Bonjour Brahma Traoré, bonjour à tous. La 12e journée du championnat national de Ligue 1 s'est achevée hier. Oui, avec notamment au programme 4 matchs dont voici les résultats. Le Stade Malais de Bamako a battu l'AS Police 1-0. C'est par ce même score que l'US Bourba a gagné contre Afé. Binga FC et Black Star de Badalabougou se sont accrochés 2 buts partout. L'US Bougouni et les Sauvés se sont tenus en échec 0-0. Autre résultat de cette 12e journée, l'ISFA s'est incliné devant l'AS Real 1-0. L'US Sekita a perdu contre le Djulba AC 2-0. Asco et ATS de Kouro ont fait match nul 2 buts partout. Les 11 créateurs de Nyarela et l'AS Bakardian de Baravili se sont neutralisés 0-3 buts partout dans un match prolifique.
Plus de peur que de mal pour le joueur Boubacar Kiki Kouyaté, blessé samedi au cours du match Mali-Guinée-Bissau. Oui, sorti sur blessure samedi lors du match amical international Mali-Guinée-Bissau au stade du 26 mars de Rimadio. Le défenseur central des Aigles du Mali s'est bien rétabli. Il a même réintégré le groupe ce lundi matin à l'entraînement. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter les explications du docteur Alidou Maïga, médecin des Aigles du Mali que nous avons joint au téléphone. Effectivement, Boubacar Kiki Kouyaté, il est sorti lors du match Mali-Guinée-Bissau à la première mi-temps, après avoir reçu un coup direct au niveau du bas-ventre. C'était vraiment une douleur atroce au niveau du bas-ventre. Après le match, il a reçu des soins. Aujourd'hui, on a fait une évaluation, tout se passe bien, il n'y a plus de douleur. Il reprend même les entraînements avec les groupes du lundi pour l'instant, tout se passe bien et sa participation à la CAN n'est pas en jeu. Voilà, ce qui est d'ailleurs une très bonne nouvelle pour les supporters des Aigles du Mali. C'était là donc Alidou Maïga, le médecin des Aigles du Mali, qui revenait sur l'état de santé de Boubacar Kiki Kouyaté. En route pour la CAN Côte d'Ivoire 2023, les Aigles du Mali reçoivent jeudi le drapeau national des mains du chef de l'État. Oui, ce sera à Koulouba au cours donc d'une cérémonie de mise en route des Aigles du Mali pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le chef de l'État, président de la transition, remettra à main propre au capitaine des Aigles du Mali le drapeau national. En leur remettant solennellement le drapeau, le chef de l'État envoie officiellement les Aigles en mission. Un geste symbolique mais d'une haute portée significative avec surtout des visées patriotiques. La cérémonie sera également marquée par la remise au président de la transition le maillot du supporter numéro 1 des Aigles. La sélection malienne s'envolera ensuite le soir pour Abidjan où elle séjournera avant de rallier Korogo, site d'accueil du groupe E. Nous restons dans le registre de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les différentes sélections nationales poursuivent leur préparation à travers des matchs amicaux. Oui, c'est justement dans ce cadre que l'Égypte et la Tanzanie se sont toisés hier. Victoire des Pharaons qui se sont imposés 2-0. Le programme nous propose ce lundi Botswana-Mozambique à 14h, Sénégal-Niger à 18h, Ghana-Namibie à 20h. Mardi, il y aura Zambie-Cameroun à 13h, Burundi-Algérie à 15h, Guinée-Équatoriale-Djibouti. Mercredi, RDC-Burkina Faso à 14h, Tunisie-Cap-Vert à 17h30. Jeudi, Afrique du Sud, Lesotho, Maroc-Sierra Leone à 17h. Pour rappel, samedi, le Mali a reçu la Guinée-Bissau 6-2. La Côte d'Ivoire a étrié la Sierra Leone 5-1. La Tunisie a été tenue en échec par la Mauritanie 0-0. La République démocratique du Congo et l'Angola ont fait jeu égal 0-0. Le Mozambique a dominé les Lesotho 2-0. Enfin, dans notre série de présentations des groupes de la CAN, gros plan aujourd'hui sur la poule 2. Oui, composé de l'Algérie, du Burkina Faso, de la Mauritanie et de l'Angola, le groupe D de la CAN 2023 n'est pas forcément une poule de la mort, mais reste indéniablement relevé avec des équipes imprévisibles. Focus sur le groupe D avec Daouda Kone qui nous analyse ici les forces en présence. Le groupe D de la CAN 2023 est composé de l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. L'Algérie, considérée comme le favori incontesté de ce groupe D, possède une riche histoire dans la compétition. Malgré leur échec au premier tour lors de la dernière édition, il ne faut pas oublier que les Verts s'étaient adjugés de Graal il y a 4 ans. Ayant des adversaires familiers dans ce groupe, notamment le Burkina Faso, l'Algérie se positionne comme un prétendant sérieux pour le titre. Le Burkina Faso, qui a terminé premier de son groupe de qualification, est vu comme le second favori du groupe D. Les étalons ont démontré leur talent lors de la dernière CAN, finissant à la 4e place. Leur récente confrontation avec l'Algérie lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, 2-2 puis 1-1, montre qu'ils sont capables de tenir tête au plus grand malgré une baisse de forme au cours des derniers mois. Les coéquipiers de Bertrand Traoré ont assurément le potentiel pour perturber les plans de l'Algérie et s'avancer loin dans le tournoi. L'Angola, de retour dans la compétition après une absence en 2019, fait face à un défi considérable dans ce groupe. Les Palancas Negras ont eu des moments de gloire par le passé, notamment en atteignant les quarts de finale en 2008 et 2010, mais doivent maintenant surmonter un passé récent moins glorieux et remédier à une attaque auberne. Avec une équipe ayant évolué depuis l'époque des joueurs comme Manuncho, Lama ou
Flavio, l'Angola doit se surpasser pour espérer dépasser ses performances antérieures, surtout contre des adversaires redoutables comme l'Algérie. La Mauritanie, bien que considérée comme l'outsider du groupe, ne doit pas être sous-estimée. Leur lourde défaite 4-1 face à l'Algérie lors d'un match amical en 2021 ne résume pas antérieurement les capacités des Mourabitoun. Avec une équipe motivée et façonnée de main de maître par Amir Abdou, qui a mené les Comores en huitième de finale de la dernière édition, la Mauritanie pourrait créer la surprise et déjouer les pronostics. Leur troisième participation consécutive à la CAN représente une occasion de démontrer leur progrès et de s'affirmer sur la scène africaine après avoir éliminé le Gabon lors des qualifications. Les matchs du groupe D de la CAN 2023 se dérouleront principalement à Bouaké. La présentation du groupe 2, scruté à la loupe par Daouda Kone. Merci Fotri Toungana pour toutes ces précisions. Cette page sportive met d'ailleurs un terme à cette édition qui vous a été servie par un trio Traoré. À la mise en ligne, Sekou Traoré, aux manettes Bintou Traoré et c'était au micro Brahma Traoré. Retrouvez tout à l'heure Astan Tangara pour la lecture des avis et communiqués. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Merci à vous de nous avoir suivis et passé d'excellents moments de radio en notre compagnie.